Soyez les bienvenus au Château Montplaisir que nous avons l'honneur d'inaugurer ce soir après la première phase de sa réhabilitation. Cette remise en beauté est le fruit de nombreux mois de réflexion, d'analyse, de propositions et de mise en œuvre. La rénovation du Château Montplaisir marque une étape importante dans la restauration globale du jardin botanique et de son amélioration. Elle démontre aussi la volonté de préserver ce patrimoine historique et de le rendre accessible au public. Plusieurs intervenants vont nous témoigner de l'importance et de leur attachement à ce projet d'envergure. Notre premier intervenant ce soir, Emmanuel Richon, est né en France, mais connaît l'île Maurice depuis 1979, date de son premier voyage ici. Ayant fait Sciences Po à Paris, il décide de venir s'établir à Maurice en 1997, après avoir passé 2 ans à La Réunion. Toute sa carrière professionnelle est axée autour des musées. Il a longtemps travaillé au musée de la Marine, à Paris, où il eut la responsabilité des ateliers de restauration. Il est à l'origine du musée La Pérouse de Sydney. Il a travaillé au musée du Petit Palais à Paris, comme au Mauritius Institute à Port-Louis. Actuellement, il dirige le Blue Penny Museum au Codan. On lui doit de très nombreuses expositions, toutes sur des thèmes mauriciens, tout comme ses livres publiés, plus d'une quinzaine. Passionné de poésie et de Charles Baudelaire, il a écrit 4 livres sur ce poète et son voyage à Maurice en 1841. Mais l'histoire naturelle l'intéresse aussi, pour preuve, l'exposition Botanica l'an dernier, entièrement consacrée à la botaniste Maximoune de Chazal. Aussi n'est-il pas dépaysé à nous parler aujourd'hui de notre célèbre jardin de Pamplemousse. Merci d'accueillir Monsieur Emmanuel Richon. Je suis très honoré de pouvoir m'exprimer pour dire quelques mots sur le jardin de Pamplemousse, ne serait-ce qu'à caractère historique, et revenir au début. C'est-à-dire si on revient au tout début, c'est assez simple, et on est quelque part au XVIIIe siècle. L'endroit s'appelle déjà Pamplemousse, c'est-à-dire c'est attesté depuis 1729, et le premier propriétaire de la parcelle en question, si on peut parler de parcelle, est donc le gouverneur Robin. C'est le premier à avoir acheté l'endroit à ses fins personnelles. Et la personne qui lui rachète aussitôt après est donc le Maïda Bourdonnet, le gouverneur que vous connaissez, qui rachète la parcelle et fait construire une maison qui n'a rien à voir avec celle-ci. Et donc il donne tout de suite une impulsion par rapport à l'idée du jardin de Pamplemousse, c'est-à-dire il y conçoit tout de suite l'idée de planter des plantes vivrières, avec l'idée d'une autosuffisance alimentaire pour l'île Maurice. C'est-à-dire que tout de suite, il plante des plantes locales aussi, mais surtout il importe quelques plantes qui lui paraissent dignes d'intérêt par rapport à l'autonomie alimentaire de l'île Maurice. Et vous connaissez tous ce chapitre sur le manioc, qu'il importe évidemment. Et l'anecdote veut qu'au début ça s'est mal passé, puisque bon, il a proposé aux gens de manger du manioc, et évidemment le manioc, si on ne sait pas le cuire ou l'utiliser comme il faut, ben, c'est très risqué, puisque c'est un aliment très toxique à la base. Donc il a fallu que lui-même en goûte devant les gens, c'est-à-dire des visus, les gens ont vu qu'on pouvait manger du manioc d'une certaine façon, cuit de telle manière, et du coup ça a permis quand même de progresser dans l'autonomie alimentaire de l'île. Alors le gouverneur l'a Bourdonnet est très important par rapport à ce site, puisque c'est le premier à avoir créé la route qui va de Pamplemousse de Pamplemousse à Port-Louis, de Port-Louis à Pamplemousse. Et donc on lui doit ce chemin qui est le premier à l'époque, et aussi on lui doit le canal de la Vulbag, c'est-à-dire que c'est Maïda Bourdonnet qui fait venir l'eau ici. Donc auparavant, c'était tout un problème pour avoir de l'eau, et sans cette eau qui est arrivée par le canal de la Vulbag, eh bien, il n'y aurait sans doute pas actuellement de jardin. Il ne faut pas oublier ça. Il importe donc un certain nombre de plantes, et puis tout de suite après, donc, le jardin périclite légèrement pendant quelques années, parce que, comme vous le savez, le jardin ici, qui était donc la demeure de Maïda Bourdonnet, il avait sa maison, et bien ensuite, c'était Barthélemy David, lui a fait construire le château du Réduit. Du coup, ici, c'est tombé un petit peu, pas à l'abandon, mais pendant quelques années, c'était tout un problème. Donc on a cultivé, la Compagnie des Indes, qui avait racheté le terrain à Maïda Bourdonnet, avait fait cultiver notamment
des mûriers, mais les mûriers souffrent particulièrement des cyclones, donc ça n'a pas marché. Donc on a dû retirer les mûriers, et c'est là qu'arrive donc Pierre Poivre. Pierre Poivre rachète la parcelle à Sylvain personnel aussi, et donc fait construire une autre maison qui n'est ni celle de la Bourgogne, ni celle dans laquelle nous vivons. Donc Pierre Poivre construit cette maison. Et alors lui, avec lui, c'est tout de suite une impulsion différente qui est donnée au jardin, c'est-à-dire que ce ne sont plus que ce ne sont pas seulement des cultures vivrières qui intéressent Pierre Poivre. Là, Pierre Poivre voit grand et il voit terrestre. C'est-à-dire que Pierre Poivre a des correspondants dans le monde entier avec lesquels il travaille. Par exemple, les Gallois, un certain nombre de gens qui sont dans l'Asie notamment, et avec lesquels il correspond et il leur demande d'exporter vers l'île Maurice le maximum de plantes qu'ils pensent qu'ils pourraient s'acclimater ici. Parce qu'en fait, l'idée du jardin des Pamplemousses, elle est typiquement ancrée dans le XVIIIe siècle, où à ce moment-là, les gens avaient découvert en Europe de nouvelles contrées, donc ils revenaient évidemment avec tout le revers de la médaille qui est le colonialisme, mais ils revenaient aussi avec des connaissances de plantes nouvelles, de plantes médicinales, etc., qu'ils ne connaissaient absolument pas auparavant. Et du coup, il y avait deux choix. Le premier qui a été fait, qui était le plus simple, c'était de prendre des plantes et puis de les faire sécher. Donc on importait des plantes du monde entier, qu'on faisait sécher dans des herbiers. Et l'herbier, donc, arrivait à Paris ou à Londres, et dans les capitales européennes, donc on conservait les plantes de cette façon. Mais seulement l'herbier ne donne pas satisfaction totalement, parce que l'herbier, en faisant sécher les plantes, les transforme. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus des mêmes couleurs, et puis elles sont aplaties, etc. Donc ça pose un problème. C'est pas très agréable de voir des herbiers comme on verrait la plante normale. Du coup, est venue l'idée de créer localement, dans diverses contrées du monde, des jardins d'acclimatation. Et c'est le cas du jardin des Pamplemousses, c'est-à-dire que Pierre Poivre se dit, ah ben ici je peux en quelque sorte avoir un sas intermédiaire qui me permettrait de faire venir des plantes de fort loin, de les acclimater à l'île Maurice et éventuellement, parce qu'il faut grand, de les réexporter ailleurs. Donc il entreprend de faire ce jardin, et c'est donc une entreprise titanesque, parce qu'il faut savoir que Pierre Poivre, à qui on attribue quand même l'origine du jardin, il n'y a travaillé que 5 ans finalement, c'est-à-dire entre 1767, son retour pour son deuxième établissement à l'île Maurice, jusqu'en 1772, date de son départ. Donc il n'y a que 5 ans où Pierre Poivre impulse cette idée. Et après Pierre Poivre vient donc Nicolas Serré. Nicolas Serré qui était un petit peu le bras droit de Pierre Poivre, sans jeu de mots, puisque vous savez que Pierre Poivre avait perdu son bras, mais donc c'est vrai que Serré était vraiment très très proche, le plus proche collaborateur de Pierre Poivre. Et donc, assez logiquement, 3 ans après Pierre Poivre, Nicolas Serré est nommé directeur du jardin. Ce qui fait que, Nicolas Serré, par exemple, a impulsé, a donné des choses très propres à lui-même aussi. Par exemple, il a protégé les plantes. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire venir des plantes du monde entier, mais il faut aussi les protéger pour qu'elles ne soient pas victimes des cyclones, notamment. Donc, Serré a fait pousser ce qu'on appelle des charmilles, c'est-à-dire des petits bosquets, qui protégeaient les plantes qui étaient d'intérêt primordial. Et puis, Serré aussi a fait, à l'endroit même où vous avez le bassin des nénuphars actuellement, donc il avait déjà fait un plan d'eau, mais lui, pas avec des nénuphars, il y avait des gouramis et des espèces de poissons qu'il entretenait de panne à panne. Et donc, Serré est très important. Lui succède son fils, c'est assez logique, parce que le fils de Serré avait travaillé toute sa vie avec Nicolas. Donc, mais après, il y a une grande, très longue période où, malheureusement, par exemple, il y a l'intendant de l'époque, Maillard, qui démantèle quelque peu la parcelle, c'est-à-dire qu'il a vendu une partie du domaine et qui est donc passé dans des mains privées. Et ça a posé beaucoup de problèmes parce qu'on a mis quasiment un siècle ensuite à retrouver l'ensemble des parcelles en les rachetant petit à petit et donc en les récupérant pour reconstituer le jardin des Pamplemousses tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ça a pris quasiment jusqu'à 1800, à l'arrivée d'un des plus grands directeurs du jardin, qui s'appelle James Duncan. Donc c'est James Duncan qui a énormément fait pour ce jardin, en ce sens qu'il a premièrement
Nicolas Serré savait déjà qu'il y avait 600 plantes à l'époque qui étaient répertoriées, déjà à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, 600 plantes qui étaient répertoriées dans le jardin. Et Duncan, lui, il va plus loin, il fait carrément le premier catalogue de l'ensemble des plantes du jardin. Alors c'est assez incroyable parce qu'il lui succède donc à des Horn qui lui va mettre carrément des étiquettes aussi, accompagnant, on passe sur les plantes, accompagnant chaque plante dans le jardin. Donc ça devient quelque chose d'extrêmement didactique où les gens aiment bien venir. Donc le jardin qui avait une fonction vivrière au début se met à avoir une fonction productive à un moment donné, même d'exportation. Il faut savoir que par exemple, actuellement, le plus grand producteur de clous de girofle dans le monde, c'est Zanzibar. Officiellement, à Zanzibar, c'est couvert de géophyllées. Mais les géophyllées que vous trouvez actuellement à Zanzibar viennent ni plus ni moins que du jardin de Pompéus. C'est-à-dire que ça a été sur des pépinières qui ont été créées au moment de Nicolas Serré. Quand Nicolas Serré était au jardin, il a créé des pépinières pour lancer pour pas que ce soit, on a fait des arbres, et puis point final, il a créé des pépinières pour 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, et donc en même temps aussi pour exporter. Donc c'est une entreprise mondiale qui nous fait face par rapport au jardin de Pompéus. Après, Duncan est très important aussi, au milieu du 19e, parce qu'il innove. Alors, par exemple, il faut savoir que jusqu'à Duncan, le jardin était coupé en deux par la route qui passait au travers du jardin, carrément. Et Duncan a fait construire le pont Stevenson, à l'époque, qui a permis de contourner le jardin et donc de permettre au jardin de retrouver une cohérence, une unicité, donc qui était très importante à l'époque, parce que ça ne l'avait pas encore. Et en même temps, donc Duncan lui doit d'avoir racheté l'ensemble des parcelles qui avaient été vendues à des fins privées auparavant. Parce que par exemple, ce château, donc, qui date de 1823, qui n'est pas du tout au XVIIIe siècle, qui est complètement anglais, ce château a été la propriété de mains privées pendant quelques temps. Par exemple, donc, Adrien d'Épinay, c'était sa demeure ici à l'époque. Donc, avec le temps, au XIXe siècle, à 1860, on a réussi à récupérer le château, récupérer les parcelles, et ça, c'est vraiment la vision de James Duncan qui a permis et en même temps, par exemple, l'obélisque Liénard, qui était une idée aussi qui a eu lieu au même moment. Donc, on a créé l'obélisque pour honorer les gens qui auraient fait preuve d'innovation et de réussite dans le domaine agricole et botanique. Donc, c'est l'obélisque Liénard qui est au cœur du jardin. En même temps, toujours de la période de Duncan a fait faire une grille, parce que les grilles du parc sont parmi les plus belles qui existent dans le monde. Il faut savoir que le travail de ferronnerie de ces grilles est unique en son genre. En France, c'est digne des grilles du parc Monceau ou des grilles Stanislas de Nancy, qui sont parmi les plus célèbres dans le monde. Je vous assure que les grilles du parc, quand vous les voyez, c'est un travail énorme, c'est colossal. Et pour l'anecdote, les premières grilles qui avaient été mises à l'époque ne plaisaient pas. C'est-à-dire en 1864, quand on a mis les premières grilles, figurez-vous, les gens ont crié à l'horreur et ont retiré les premières grilles pour les mettre. Actuellement, ce sont les grilles ni plus ni moins que celles de la Cour suprême. C'est-à-dire les grilles que vous voyez à la Cour suprême à Port-Louis sont en fait les grilles qui étaient prévues d'être mises ici à l'entrée du jardin des Pamplemousses. Et en fait, les gens ont tellement respecté qu'on a fait venir encore plus grand chose, encore plus extraordinaire, et ce qui nous vaut aujourd'hui les grilles de l'entrée du parc, qui sont absolument magnifiques, et donc qui ont été mises en 1868, et qui ont remplacé les anciennes grilles, qui pourtant étaient déjà pas mal. Parce que quand on voit celle de la Cour suprême, c'était déjà bien, c'était déjà beau. Donc c'est vous dire le degré d'exigence qu'il y avait à l'époque. Et enfin, donc je dirais, après Duncan, il y a eu donc un certain nombre de successeurs comme Horn, qui avaient toutes ces étiquettes. C'était des gens très très laborieux qui ont passé toute leur vie dans l'intérêt du parc. Et donc ensuite, carrément, il y avait à l'époque les directeurs du jardin habitaient ici.
Par exemple, Koenig, qui a été ici pendant longtemps, qui était directeur du jardin, qui avait travaillé au Kew Garden auparavant, qui avait travaillé aussi pour le premier service de l'agriculture, officiellement du gouvernement. Et bien Koenig habitait le château. Donc, au fur et à mesure, disons que ce lieu, c'est vraiment un lieu que je vois aussi autant vivrier. Et autre chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que c'est un lieu où il y a eu aussi des conceptions médicinales. Par exemple, quand Serré, le fils de Nicolas Serré, était en poste ici, alors on voyait bien que le fils de Nicolas Serré ne valait pas son père, on lui a adjoint discrètement un docteur, qui s'appelait donc le docteur Burke. Et le docteur Burke, qui était le chef des services médicaux du gouvernement, ni plus ni moins, ben, comme il était là et puis qu'il avait ses vocations médicales, c'est son savoir-faire médical, mais il a axé aussi à ce moment-là le jardin de Pamplemousse sur la culture des plantes médicinales. Donc vous voyez, chaque personne qui a eu en charge le jardin, il a imposé sa marque. Et au fur et à mesure, ben, comme un millefeuille, au lieu d'éliminer les prédécesseurs, ça s'est ajouté, jusqu'à temps qu'on a eu ce magnifique parc que vous connaissez tous, qui a une valeur vivrière, une valeur historique, une valeur ornementale, une valeur d'agrément. Il faut savoir que, par exemple, tous les Mauriciens qui viennent ici tous les jours, c'est comme un Parisien qui irait à Bagatelle. Donc c'est le nec plus ultra, et en même temps c'est à portée. C'est-à-dire on peut venir ici. Donc c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas de Mauriciens, j'espère qu'ils seraient venus ici, j'ose l'espérer. Donc c'est vraiment quelque chose de quotidien qui nous appartient à tous, qu'on partage avec les touristes, avec les très nombreux touristes qui viennent ici. C'est une fierté partagée, une fierté qui est plurielle, qui comporte toutes les communautés de l'île, qui vient droit du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est dire que, tout simplement, je conclurai, pour dire l'importance qu'il y a à nous consacrer à ce jardin, à le prendre au sérieux, à le transmettre surtout, et à pourquoi pas recréer les pépinières d'autrefois, ou se lancer dans des choses qui ont existé dans le passé, et desquelles on pourrait s'inspirer à bon escient. Peu de gens savent que Pamplemousse peut être considéré comme le premier jardin botanique tropical comme M. Deschamps a bien expliqué l'importance du jardin. C'est une œuvre colossale, s'échelonnant sur 3 siècles, lui conférant une dimension patrimoniale planétaire. Ce patrimoine appartient aux Mauriciens. Il a contribué grandement au développement de l'île ainsi qu'à sa notoriété à l'international. Et nous devons faire tout notre possible pour qu'il revienne au plus haut niveau et retrouve sa reconnaissance internationale. Si l'on sait très bien que depuis plusieurs années, l'État du jardin a payé son luxe, je pense pouvoir avancer sans me tromper que devant sa situation, Michel de Bonis m'a une convention. Siroten a eu l'intelligence de mettre la réhabilitation du jardin de Pamplemousse dans les objectifs prioritaires de ce contrat. Il souhaiterait même pouvoir réhabiliter et améliorer l'état de tous les jardins publics du Maurice. On ne peut être enthousiasmé par cet engagement. Par ailleurs, il faut souligner l'initiative du conseil d'administration du Trust d'avoir rappelé en fin 2015 le célèbre paysagiste français, M. Gilles Clément, afin de remettre à jour son diagnostic de l'état du jardin de 1999 et de lister les grands principes d'une réhabilitation désormais incontournable. Par ailleurs, dans son rapport, Gilles Clément nous donne de précieuses recommandations stratégiques quant au renouvellement des fonctions essentielles du jardin botanique. En tant qu'anciens élèves de Gilles Clément, nous sommes restés en contact régulier avec lui, et ce qui nous permet de le consulter et de nous tenir informés de l'avancement de la mise en place du projet. C'est une excellente chose que le jardin de Pamplemousse, comme d'ailleurs tout notre patrimoine tant bâti que paysager, culturel et artistique, commence à bénéficier de l'attention des autorités et des décideurs tant sur le plan privé que dans le secteur public. Nous souhaitons vivement que cet intérêt puisse se métamorphoser en action et en réalisation de grande qualité.
longuement et mûrement réfléchi. Il ne s'agit pas de toucher à un patrimoine précieux, délicat et fragile, sans faire appel à des professionnels offrant toutes les garanties du meilleur savoir-faire. Le journal des Pamplemousses attire énormément de touristes en visite chez nous. Il est impératif que ces visiteurs en gardent un souvenir merveilleux. Pour qu'il en soit vraiment ainsi, les choses doivent changer dans le fonctionnement de la gestion de ce patrimoine unique que ce journal très simplement. Faisant suite à la visite du paysage jugé témoin en 2015 et ses diverses propositions d'orientation, l'agence de Daniel Masrassi a été missionnée fin 2016 par le conseil d'administration du jardin dans le but de dresser une méthodologie de mise en place d'un projet de réhabilitation du jardin. Donc là, dans la bête, j'aimerais vous présenter aujourd'hui brièvement les objectifs de cette étude. Pour mieux comprendre la nature de ce fabuleux héritage qui est Pamplemousse, nous sommes d'abord efforcés d'analyser les différentes composantes historiques et spatiales, ainsi que leur évolution au cours des âges. Nous sommes remontés au plus loin qu'il nous a été possible au travers de recueils d'histoires, de textes, des photos, des gravures, des vieux plans, des photographies et des cartes postales anciennes, afin d'en décoder les particularités, les pratiques diverses, les formes, les fonctionnalités, etc. Et d'en extraire des bases de référence pour le projet. Au vu de toutes ces sources documentaires anciennes, nous avons pu observer les éléments fondamentaux de la nature du jardin de l'époque, que nous devrons absolument retrouver, et donc je vous cite quelques exemples. Les allées au sol en gravier stabilisées pour eux, avec des largeurs bien définies, bien hiérarchisées, petites, moyennes et larges, qui respectaient l'aspect naturel du site et correspondaient à des modes d'appréhension différents vis-à-vis de l'espace et de la nature environnante. Donc nous devons retrouver cette cohérence avec le jardin. Ça c'est Daniel qui stresse là-dessus. Tous les sous-bois étaient densément plantés, de multiples espèces rares et les plantations organisées en différentes ambiances propices à la découverte, à la pédagogie et à l'alimentaire promenade. Donc il faut reproduire cette ambiance. Tout un réseau de canalisation avait été élaboré, non seulement pour distribuer l'eau dans tout le jardin, mais aussi pour donner une grande quantité de terrain très souvent inondé. Donc tout ça doit être restauré. Un seul particulier est voué à la régénération constante des plantes, afin d'éviter le vieillissement et de garantir la pérennité du jardin au travers des inondations. C'est une pratique qu'il faut privilégier. Des inventaires botaniques détaillés étaient conduits en permanence afin de contrôler l'évolution des collections d'espèces. Un élevé était alimenté constamment et entretenu. Des jardiniers qualifiés s'occupaient des plantes et la pratique horticole était utilisée. Donc nous devons remettre à jour ces pratiques. Les échanges de plantes et de savoir avec d'autres jardins de la planète avaient lieu continuellement afin d'enrichir les connaissances et les collections. Nous devons retrouver cette dynamique. Parallèlement à cette étude historique, une analyse détaillée de l'état actuel du jardin ajoute encore un certain nombre de points d'incohérence qu'il nous faut remettre à jour et harmoniser afin de mieux vivre le jardin et accueillir le public. Les différentes problématiques identifiées lors de cette étude préliminaire nous conduisent à orienter le futur projet selon deux principes d'action distincts. D'une part, de restauration, donc tous les éléments détériorés par manque d'entretien usés ou disparates, ou non appropriés, ou nécessitant une harmonisation générale et une remise en bon état sont donc à restaurer. Les restaurations peuvent s'appliquer sur l'ensemble des jardins, car elles concernent des éléments qui existent déjà. Les actions pourront être exécutées soit par lot, soit par zone, en fonction des priorités et des budgets. De part, les transformations à venir. Certaines parties du jardin ont évolué de façon inappropriée au fil du temps. Des actions non planifiées ont entraîné des modifications spatiales qu'il faut redéfinir par des changements importants. Des suppressions, des déplacements d'éléments, ou encore des créations qui seront nécessaires à la valorisation des espaces. D'autres parties sont complètement à l'abandon
d'autant qu'ont perdu la fonction. Il s'agit donc de transformer ces zones en de redonnant de puissance, tout en les articulant entre elles. D'un point de vue opérationnel, donc, ces transformations seront localisées. Nous avons déterminé des sites principaux à traiter en priorité, par exemple, les abords du château, le parking, les zones d'accueil, l'entrée principale, les abords du bassin des Montfort, ainsi que d'autres petits endroits bénéficiant d'un potentiel déjà significatif. Il s'agit là donc de mettre en œuvre des principes de réqualification qui deviendront des références. Ces deux principes d'action, restauration et transformation, doivent être bien pensés, donc dessinés en détail, et surtout bien programmés, afin d'être proprement exécutés par des équipes qui devront être extrêmement compétentes dans chaque domaine d'intervention. Quelques exemples de restauration incontournables. Donc, il nous faut réhabiliter la pépinière. En bref, nous voulons optimiser l'entretien des plantes et des pratiques normales de jardinage, d'horticulture et d'arboriculture. Il faudra réparer toutes les clôtures du périmètre. Nous devons restaurer un mobilier adapté et harmonisé, repenser un ensemble complet des signalétiques des plantes, restaurer le bon fonctionnement de tous les systèmes hydrauliques d'alimentation des bassins, etc. La remise en état des différents ouvrages en pierre, les petits ponts, les murets, les escaliers, etc. Donc, pour conclure, c'est Daniel dit, je dirais que notre rapport d'analyse préliminaire remis au conseil d'administration en mai dernier est à considérer comme un cahier des charges didactique et détaillé de toutes les actions importantes en vue d'une réhabilitation optimale. Ce cahier des charges doit servir de base à la future mission de conception et d'exécution des plans et de tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, nous pensons que ce projet de réhabilitation, dans sa totalité, pourrait s'échelonner sur une durée d'environ 5 ans. Nous souhaitons mettre l'accent sur la nécessité de communiquer au plus vite et constamment sur les actions prévues, quand le public doit être informé. Encore une fois, il s'agit du patrimoine municipal. Nous proposons donc en outre qu'une partie du château, ce château ici, soit temporairement utilisée pour exposer le projet de réhabilitation du jardin, mais d'autres actions de communication doivent être entreprises et surtout dans la continuité afin d'accompagner le projet au cours de sa réalisation. Enfin, nous souhaitons faire passer ce message que l'immense dimension patrimoniale et historique du jardin de Pamplemousse doit être pleinement comprise, maîtrisée, proprement accompagnée avant de lancer du travail de réhabilitation. Que le processus de sélection des équipes de réalisation permette de garantir un niveau professionnel d'excellence afin que les futurs travaux soient réalisés en parfaite conformité avec les plans d'exécution qui seront produits sur ce projet d'envergure. Si toutes ces recommandations sont respectées correctement mises en œuvre, nous bénéficierons de la splendeur d'un temps avec le retour d'un jardin unique au monde, des plans d'exception, des couleurs, des saveurs et de nombreuses satisfactions pour les visiteurs promettés. Les membres du board et tout le personnel du jardin attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience. Ce château, classé monument historique, était dans un état lamentable et presque à l'abandon quand le nouveau conseil d'administration a pris ses fonctions il y a maintenant un peu plus de 2 années. Le château était envahi par des rats, des termites, des pigeons et autres insectes, et certains disaient même que le château était hanté. Le château était en train de s'écrouler. Il fallait intervenir pour empêcher sa dégradation totale. Après les procédures administratives qui, soit disant, sont extrêmement longues, nous avons pu allouer le contrat à la firme Laxman Bay, qui a travaillé sur la supervision de la dynamique d'équipe du ministère des Infrastructures publiques, donc que je remercie sincèrement. Au fil des avancements de la pension des travaux, nous avons pu constater l'ampleur de la négligence qu'il y a eu dans le château. Nous avons pu terminer cette première partie de la rénovation au cours de 25 millions d'euros de nos fonds propres et aussi bien d'un droit du gouvernement. Toutefois, le plus gros du travail reste à faire, car il faudra maintenant aménager ce château pour lui donner ses allures d'antan et une place de choix à Pamplemousse, à Maurice et même dans la région océanique.
Il nous faut rendre au château sa richesse, sa valeur historique et culturelle. Pour cela, nous allons faire appel à des experts en architecture ancienne afin qu'on lui rende son authenticité. Ce sera là la phase 2 de notre projet qui s'échelonnera encore sur quelques mois. Nous allons rendre ce château opérationnel et nous avons déjà plusieurs idées sur son utilisation éventuelle et nous sommes ouverts à toute proposition. Le château deviendra un haut lieu d'échanges scientifiques et culturels, un centre de pédagogie, un observatoire botanique de son été. Nous pensons pouvoir accueillir ici même, dans cette salle, des conférences internationales consacrées à l'écologie, à la botanique, à l'histoire, à la culture, aux arts, aussi bien qu'au tournage cinématographique. Mesdames et messieurs, le jardin botanique n'est pas que le château. Tout comme le château, le jardin était sans management proprement depuis plusieurs années. C'est un jardin botanique avec plus de 700 espèces de plantes, y compris des plantes endémiques et des espèces spectaculaires telles que le talico, le nénuphar, les girofliers, les muscadieux, le macadamia, le caféier, mais aussi il y a des espèces envahissantes qu'il faut enlever. Comme présenté par M. Jean Pétine, le conseil d'administration a vers la fin de 2015 eu recours au service de M. Gilles Clément, réalisatrice de renommée internationale, pour faire un constat de l'état du jardin. Fort heureusement, M. Clément avait constaté que la situation du jardin n'était pas irréversible, mais qu'il fallait prendre des mesures correctives rapidement. Nous sommes en train de mettre en action ces recommandations. Ainsi, nous avons fait appel à des consultants pour nous aider. Nous avons fait appel à M. Outiaïel pour revoir l'organigramme afin de l'aligner avec les recommandations de Gilles Clément, à la firme Créa pour promouvoir l'identité visuelle, la communication et la signalétique, à M. Maestrachi pour le plan d'ensemble, à la firme expert comptable RSM pour préparer les rapports financiers, qui, dites-vous bien, n'ont pas été déposés à l'Assemblée nationale depuis 2008. Même si nous sommes en retard avec les rapports financiers, la gestion financière est très rigoureuse. Il y a quelques années, la situation financière était presque rouge et nous avons renversé la vapeur avec maintenant un surplus qui nous permet de réaliser des projets avec nos fonds propres sans l'aide nouvelle. Nous avons remplacé la main-d'œuvre contractuelle par notre propre main-d'œuvre à plein temps. Nous allons dans les jours à venir lancer un appel à candidature pour le top management. Plusieurs projets sont déjà en cours, dont la réparation de la grille principale, les barrières métalliques, la construction d'une pépinière qui servira en premier lieu à approvisionner le jardin et le surplus sera mis en vente aux visiteurs. Le jardin génère beaucoup de déchets verts qu'on va utiliser, qu'on va convertir ces déchets en compost pour l'utilisation du jardin, aussi bien pour mettre à la disposition du public. Nous comptons créer des coins consacrés aux orchidées, aux fougères, réaménager l'espace consacré aux plantes médicinales. Une des vocations du jardin est la pédagogie en matière de botanique et de conservation des plantes et de la biodiversité. Nous recevons chaque année des milliers d'écoliers, mais toutefois, ces écoliers viennent au jardin que pour le pique-nique, que pour le déjeuner. Très peu de jeunes prennent le temps pour visiter le jardin, pour découvrir les richesses de ce patrimoine historique. Afin de mieux faire connaître ce jardin et inculquer une notion d'écologie et l'importance de la conservation des espèces, nous proposons une visite guidée pour chaque école qui nous rend visite. Nous sommes aussi en train de mettre à jour le plan géomètre du jardin avec l'aide des services forestiers du ministère de l'Urbanisme. Mesdames et messieurs, le management du jardin a très souvent été blâmé et nous avons eu plusieurs articles négatifs dans la presse. Nous avons pris ces critiques positivement et avons accepté nos faiblesses. Je dois ici saluer les efforts de ces jeunes cadres que nous avons recrutés et qui, au fil des jours, ont acquis l'expérience et qui travaillent d'arrache-pied pour l'amélioration du jardin. Certes, ils ont beaucoup à apprendre encore. Les nénuphars étaient dans un état déplorable il y a 2 ans, avec que 5 plantes dans le bassin. Grâce à l'effort et la persévérance du personnel, nous avons vu une amélioration totale avec une couverture à 100%. Les tours opérateurs et les visiteurs ont à plusieurs reprises
fait la demande pour pouvoir faire des paiements en ligne et par compte bancaire. Et ça aussi, c'est presque fait. C'est une question de 2-3 jours. Les cartes bancaires vont être utilisées au guichet. Nos guides sont aussi un atout. Ils contribuent grandement à projeter une image positive de notre jardin. Ils avaient fait des représentations pour qu'on revoie les tarifs pratiqués. Là aussi, je tiens à les rassurer que le board a eu l'aval du ministère et du parquet et les nouveaux règlements seront bientôt publiés. Parmi les autres projets, nous aurons bientôt une boutique de souvenirs, une cafétéria, un réaménagement de l'espace parking et les mangements ambulants, la rénovation des toilettes et l'embellissement général. Nous comptons aussi développer l'école primaire et avoir une application jardin botanique qui faciliterait la visite. Le jardin va connaître une transformation graduelle dans les années à venir, afin de lui rendre ses lettres de noblesse. Pour cela, nous aurons besoin de l'aide de tout un chacun, car le chemin sera long. Avant de terminer, je tiens à remercier le comité d'organisation de ces événements, l'équipe événementielle de DCMS et Impact Production. Je remercie aussi M. Tanako, officier en charge du jardin, et tout le personnel pour l'excellent travail qui sont en train là-bas afin de remettre le jardin général. Mes remerciements vont aux guides, à la police, à la presse, aux tours opérateurs et surtout à nos visiteurs. Je crois que comme tous les Mauriciens, le jardin de Pamplemousse est un patrimoine national très très cher. Avoir un jardin botanique de classe mondiale est une grande fierté pour toute la nation mauricienne. Et il est donc tout à fait naturel que j'accorde beaucoup d'intérêt à ce jardin. Après plus d'une année des travaux, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse cet après-midi dans ce château fraîchement rénové et comme a souligné le président au bout de 25 millions d'euros. Je vais d'abord échanger quelques points de vue sur le jardin de Pamplemousse et dans un deuxième temps, je partagerai les idées pour une nouvelle politique pour la conservation de la nature et pour reverdir les villes et les villages de notre pays. Mesdames et messieurs, j'ai écouté avec intérêt et aussi avec la passion le tracé historique extrêmement instructif du jardin de Pamplemousse et du château de mon plaisir que nous a dressé M. Emmanuel Pichot. Il a également mis en valeur l'importance de la botanique pour l'humanité au cours de ces derniers siècles et de sa contribution sur un plan scientifique. Parmi tous ces grands personnages qui ont été associés à la belle histoire du jardin de Pamplemousse, je voudrais m'attarder un instant sur Pierre Poivre, qui jusqu'à aujourd'hui est resté une personnalité relativement méconnue. Cet homme qui a réussi non seulement à démanteler le monopole économique des épices détenues par les Hollandais, mais qui a ensuite propagé les muscadiers, les girofliers, le camélier et d'autres arbres à épices dans toutes les îles tropicales du royaume de France de l'époque. Il aurait dû, je pense, rien que pour cet incroyable projet, être bien plus connu chez nous. Sans parler de tout le fantastique labeur accompli par lui à l'île de France comme administrateur de 1765 à 1772. Et sans parler également de son anti-esclavagisme notoire. La question que je me pose, ne serait-il pas temps de se pencher sérieusement sur l'histoire et la vie de Pierre Poivre? Je suis persuadé que le XXIe siècle a terriblement besoin de prendre un exemple de cet homme qui s'est dévoué avec vigueur à la défense de la biodiversité et à sa libre utilisation. Mesdames et messieurs, sitôt que j'avais pris les commandes de mon ministère, j'ai fait le triste constat
que le jardin de Pamplemousse était en grand danger. Cela en raison d'une certaine dégradation, du manque d'entretien, symptôme d'une organisation qui ne fonctionnait pas, et il n'est pas exagéré de dire que le château Montplaisir était tombé en ruine, comme a si bien dit aussi le président du conseil d'administration. Vous le savez sans doute, je pense, que le château était fermé en raison de son état de délabrement. Il était même devenu dangereux de s'y aventurer. Avec le trust du jardin et les services de mon ministère, nous nous sommes attelés à la sauvegarde de ce patrimoine précieux, jardin et château. C'est un travail de longue haleine qui a démarré il y a 2 ans et aujourd'hui marque une étape importante avec la fin de la rénovation du château, dans sa phase première, en vue de sa réouverture prochaine au public. La rénovation du château Montplaisir s'inscrit dans le cadre d'un projet plus grand, qui est celui de la réhabilitation du jardin de Pamplemousse dans son ensemble. Ce travail a commencé par une initiative du nouveau conseil d'administration du Trust du jardin, qui, en décembre 2015, avait invité M. Gilles Clément, botaniste et paysagiste de réputation mondiale, pour faire un diagnostic de l'état des lieux et pour faire des préconisations d'orientation du jardin. Je salue d'ailleurs cette initiative du Trust. Gilles Clément a soumis son rapport et j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour discuter de ses recommandations, entre autres choses. Pour comprendre dans quelle direction s'inscrit la réhabilitation du jardin de Pamplemousse, je trouve utile de partager avec vous quelques points de cette étude. Du jardin de Pamplemousse, Gilles Clément dit, que je cite, « Rares sont les jardins dont la surface, la richesse et le rapport à l'histoire peuvent se comparer aussi exceptionnel de Pamplemousse. » Plus loin, il poursuit, un jardin est toujours un rapport avec l'évolution, dans le sens du terme. Et sauf à se limiter à une fonction de musée, il aborde les questions de notre temps, parfois aussi il anticipe le futur. La politique d'orientation du site de Pamplemousse doit pouvoir faire au bénéfice des fonctions élémentaires du jardin. Accroître la connaissance du vivant et de son évolution dans le cadre composé où se mêle la beauté des paysages, l'expression de la diversité et le plaisir de la promenade. Elle doit aussi se faire en rapport avec les oscillations climatiques, économiques et sociétales. C'est dans l'objectif de maintenir le rôle attractif du jardin en tant que source d'intelligence et de sérénité à l'échelle planétaire. Fin de citation. Outre l'aspect paysager, Gilles Clément fait ressentir que la pédagogie est la charge la plus importante qui revient au jardin de Pamplemousse, qui devrait jouer dans l'océan Indien un rôle aussi fort que le jardin de Kirstenbosch au Cap ou le Botanical Garden de Canberra en Australie. Sur la question de pédagogie, il propose qu'avec le château Montplaisir et d'autres bâtiments existants, Pamplemousse puisse bénéficier d'une structure d'accueil capable de mettre en place une pédagogie du jardin planétaire, en se prêtant à plusieurs exercices, consultations d'archives, accès Internet, cours, ateliers, conférences, expositions. Je sais que le Trust a institué un comité pour réfléchir et pour faire des propositions sur la destination du château,
une fois la restauration complétée. En ce qui me concerne, une fonction du château axée sur la pédagogie, tout en permettant son accès au public, est un excellent point de départ de la réflexion sur son devenir. Mesdames et messieurs, j'ai aussi écouté la présentation de M. Jean-Pierre Tine, qui représente la firme Daniel Astracci, à qui a été commanditée une étude pour la réhabilitation du jardin. Donc, dans ce qu'il a dit, il a le mérite de faire des recherches pour comprendre comment était le jardin à son origine et comment il a évolué avec le temps. La comparaison entre le jardin d'aujourd'hui et celui d'hier montre heureusement que le caractère de Pamplemousse a conservé toute sa force à travers le temps. Mais il y a eu certaines déviations, voire régressions, qui sont regrettables, mais heureusement pas irréversibles. Comme je le soulignais plus tôt, le jardin de Pamplemousse demeure pour moi une grande priorité. Et je demande au trust du jardin d'entamer les démarches nécessaires pour que les travaux de réhabilitation et de transformation soient entrepris dans les meilleurs délais. Comme dans le cas de la restauration du château Montplaisir, j'attends avec impatience le jour où, non pas où on annoncera le lancement du projet, mais le jour où l'on annoncera les premiers résultats tangibles. Ce sera pour moi une grande satisfaction. J'ai compris que c'est un travail qui va s'échelonner sur le court, moyen et long terme. Cela demande donc du temps, de l'argent bien sûr, mais aussi des ressources adéquates et compétentes pour que le jardin puisse fonctionner comme un jardin botanique, digne de ce nom, avec la mission qui est la sienne. Ce qui m'amène à demander au trust du jardin, ainsi qu'au service de support du ministère, de s'assurer, une fois encore, dans les meilleurs délais, à ce que le jardin de Pamplemousse se dote d'une organisation en adéquation avec sa mission. Je sais que l'exercice de réorganisation est en cours et le recrutement du personnel a déjà commencé. Nous sommes actuellement au mois d'octobre et il est souhaitable que d'ici la fin de cette année, la nouvelle structure organisationnelle soit en place afin de pouvoir relever pleinement le défi de la rénovation et de la transformation du jardin. Il est important que le jardin de Pamplemousse retrouve toute sa splendeur, car nous ambitionnons de faire de ce jardin le joyau de la couronne. Il faut qu'il y ait accord entre la majesté du jardin de Pamplemousse et la beauté du pays. Pays qui, pour moi, est la couronne sur laquelle devrait se poser le joyau. Mesdames et messieurs, ce qui m'amène à vous faire part de mes idées pour reverdir nos villes et de nos villages et protéger la nature. Nous avons aujourd'hui à l'île Maurice un nombre plutôt restreint de jardins, de forêts tropicales et d'espaces verts en général. Il est un fait que seulement 2% de notre forêt tropicale d'origine a survécu à ce jour. De nombreux facteurs ont contribué à la raréfaction des espaces verts naturels, des forêts et à la paucité des jardins publics. Pendant la période coloniale, les forêts ont été converties en plantations de canne et les arbres endémiques ont été abattus pour construire des maisons et réparer les bateaux qui faisaient escale à l'île Maurice. Au cours des dernières décennies, plus particulièrement pendant la période qui a suivi l'indépendance, le pays a connu une urbanisation intense.
C'est vrai que nous avons su adopter des stratégies appropriées pour le développement économique du pays, pour la création de nouveaux secteurs économiques, générateurs d'emplois. Cela a permis une amélioration des conditions de vie des Mauriciens. Mais 50 ans après, notre accession à l'indépendance, quel équilibre à maintenir entre développement économique d'une part et préservation de la nature, embellissement de l'environnement et la création d'espaces verts d'autre part. Comme beaucoup ici ce soir, je crois profondément que cet équilibre est précieux et que développement et espaces verts ne sont ni antinomiques ni incompatibles. C'est vrai que récemment, encore à Rosil, cet arbitrage d'espaces verts et modernisation du pays s'est prononcé en faveur du développement. Et c'est une raison supplémentaire pour que, à cette date d'anniversaire de 50 ans, encore jeune pour une nation, j'exprimais donc mon souhait qu'elle soit marquée par le passage à une ère nouvelle. Une ère où l'on viendrait apporter à la nature, aux arbres, aux plantes, une considération plus importante de notre environnement, que ce soit à la ville ou à la campagne. Ce souhait se traduira par une nouvelle politique du gouvernement pour reverdir le paysage urbain, pour la création de nouveaux jardins et l'espace vert pour la préservation de notre héritage culturel. Dans un monde qui va peut-être un peu trop vite, le citoyen a besoin de plus en plus de se connecter avec la nature dans sa quête de bien-être et dans sa poursuite du bonheur. Mon ministère a déjà élaboré 2 plans stratégiques s'étalant sur les 10 prochaines années pour la protection de notre biodiversité, à savoir le Protected Area Network Expansion Strategy et le National Biodiversity Strategy and Action Plan. Ces 2 plans stratégiques qui ont en commun la protection et la survie de notre faune et flore endémique, un des moyens d'atteindre cet objectif est d'augmenter la superficie de notre forêt endémique de 2% actuellement à 12%. Parallèlement, il est prévu d'augmenter nos zones protégées, incluant nos forêts, parcs nationaux, réserves naturelles, sites Ramsar et autres. Concilier développement économique et embellissement de l'environnement est possible, comme l'a démontré Singapour au fil du temps. En réalisant la vision de Garden in the City, telle l'avait formulé Lee Kuan Yew. À Maurice, nous avons tous les atouts pour devenir une île jardin. Concept mis en avant par Pierre Arnaud dans une proposition qui intègre patrimoine, culture, nature et environnement. Comment faire pour que cette idée d'île-jardin devienne une réalité? Concrètement, nous organiserons une conférence sur le thème Greening Mauritius en début de l'année prochaine. Cela se fera en marge de la célébration des 50 ans de l'indépendance. Et cette conférence servira de plateforme pour écouter et échanger des propositions visant à reverdir nos villes et nos villages. Cette conférence débouchera sur la rédaction d'un document sur la politique à adopter pour reverdir l'île Maurice. Ce document sera connu comme le Greening Mauritius Policy Paper. Ce document aura pour but de définir cette nouvelle vision, la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour son implémentation. Un secrétariat Greening Mauritius a déjà été constitué à mon ministère et j'invite ceux et celles qui veulent contribuer à cette vision ou à la conférence de prendre contact avec nous. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous une citation de Pierre Rabhi.
l'un des pionniers de l'agriculture écologique en France, je sais. Pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée. Fin de citation.